Donc voilà, je ne sais pas, Sébastien, si c'est ton premier live ou pas. Si, c'est mon premier. Et ben voilà, moi aussi. Donc ça tombe bien. Bon courage, Sandrine. Je crois voir des messages qui passent. Hello. Alors, du coup, ce live, du coup, avec Sébastien Landry, je vais d'abord mettre peut-être le sujet. On voulait faire un live, donc moi je voulais faire un premier live puisque je n'avais jamais fait de live en direct sur Instagram, et c'est quelque chose que j'avais voulu faire. Et je voulais faire ça autour du sujet des esprits et des fantômes. Mais mais il s'est avéré qu'un sujet est tombé à pic parce que Mumu, qui vient d'arriver, m'a parlé de ton livre qui est La fatigue liée au cancer, et je trouvais le sujet très intéressant à aborder, qui avait plus de lien avec le message, les messages que je veux véhiculer. Donc, je te laisse te présenter et ensuite je me présenterai rapidement. Très bien. Donc, bonsoir, moi c'est Sébastien Landry. Je suis psychosexologue spécialisé en cancérologie. Ça fait maintenant 7 ans que j'ai ouvert des consultations dédiées au cancer, entre guillemets, c'est-à-dire personnes qui ont un cancer ou qui ont eu un cancer et qui rencontrent des problématiques dans leur sexualité. Et j'ai une activité de recherche, et un des sujets de recherche que j'ai avec l'université, c'est la fatigue liée au cancer. Donc quelque chose qu'on travaille actuellement, hein, c'est pas encore terminé, ça va prendre quelques années. Et avec un doctorant qui est en charge du projet au niveau de l'université, on a décidé d'écrire ce livre sur fatigue liée au cancer pour essayer d'apporter des réponses et aussi des petits des aides, hein, des choses pratico-pratiques pour essayer d'améliorer cette fatigue, de la diminuer. Ben, c'est super ce que tu fais. Alors pourquoi tu as choisi ce sujet en particulier? Est-ce que tu as déjà abordé d'autres sujets avant? Oui, moi, j'ai sorti plusieurs ouvrages. J'en ai écrit un sur cancer et sexualité, il y a déjà 2, 3 ans maintenant. Un autre en cancérologie sur l'activité physique liée pendant et après un cancer. Et puis après, des thématiques sur la sexualité, le désir sexuel, l'éjaculation précoce. Enfin, j'essaie de voilà, trouver un peu. Et la fatigue liée au cancer, parce que c'est quelque chose, dans mes consultations dédiées à la cancérologie, qui reviennent vraiment de façon très très fréquente. C'est-à-dire que les patients nous amènent cette fatigue, et même les anciens malades, des fois des années après, hein, j'ai des personnes, ça fait 10 ans qui sont en rémission et il y a encore la fatigue qui est présente. Donc c'est un sujet qu'on a décidé de mettre en place, un projet qu'on a décidé de mettre en place parce qu'on s'est dit, bah, la fatigue, on sait y répondre, mais en fait, le problème en cancérologie, c'est qu'on ne sait pas l'évaluer. C'est-à-dire que pour mettre le diagnostic de fatigue, le patient, c'est simple, il dit à son oncologue, je suis fatigué, et l'oncologue, il marque fatigue, hein, pour faire un peu Oui. court, mais on fait très peu de tests. Or, si on faisait, nous, bien sûr, dans le protocole, la batterie de tests, elle est très très longue, ça prend 1 heure et demie pour évaluer au niveau physique, psychologique, et après on a des questionnaires, des bilans sanguins, et on va jusqu'au scanner pour avoir une vue d'ensemble globale et d'essayer de déterminer les origines de cette fatigue, parce qu'il y en a plusieurs. Donc ça prend pour l'instant énormément de temps, et ce temps-là, hélas, dans les structures, on ne l'a pas forcément. Donc c'est pour ça que comme c'est compliqué en fait à déterminer les origines, on acte en fait que la fatigue est un symptôme, un effet secondaire des traitements de la maladie, et on y répond, on essaye d'y répondre, mais en fait on y répond pour l'instant un petit peu de façon aléatoire, c'est-à-dire on teste des choses sur le terrain, et des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Pourquoi de temps en temps ça fonctionne pas? Parce que ça vise pas la bonne origine de la fatigue liée au cancer. C'est ça le problème, c'est qu'il faut comprendre que pour ce mot fatigue, il y a plusieurs origines. Oui, ça peut venir de beaucoup de facteurs différents, les effets secondaires des médicaments, le cancer en lui-même, l'activité que l'on a, l'activité que l'on n'a pas. Je présume qu'il y en a d'autres.
alors, on va revenir évidemment à d'autres points comme ça. Et là, du coup, je vais parler de mon expérience personnelle, puisque, bah, comme vous le savez, si vous êtes sur mon compte, bah, du coup, j'ai eu un cancer du côlon à 27 ans. Et j'ai fait une chimiothérapie donc en 2018 de 6 mois. Et en fait, c'est une chimiothérapie qui aurait dû durer 6 mois, 12 séances sur 6 mois. Et on a dû la repousser puisque justement, il y avait la baisse de mes globules blancs qui ont fait que j'étais trop fatiguée et que mon corps était trop faible pour justement accueillir cette chimio et donc se battre davantage. Et donc c'est vrai que quand on me demandait dans la chimio quels sont les effets secondaires les plus forts pour toi, je me souviens que moi j'avais la Folfox, donc c'est une chimiothérapie qui vise justement le cancer colorectal, le cancer du côlon. Et, euh, et les deux premiers que je disais, c'était vraiment la fatigue et les nausées. Donc en plus de ça, on est fatigué d'avoir des effets secondaires, d'avoir des nausées H24. Enfin, je pense que tu as déjà eu ce cas. Mais voilà, moi, je trouve qu'une heure et demie de temps pour déterminer sa fatigue et de savoir comment la combattre, finalement, c'est pas tant que ça. L'objectif, en fait, c'est d'arriver parce que là, on est sur un champ plutôt scientifique de recherche, et l'objectif, en fait, il est d'amener un outil de terrain qui serait hyper simple à mettre en place, peut-être quelques questionnaires, peut-être quelques tests, mais qui prendrait beaucoup moins de temps. Et pour bien cibler, en fait, les origines de la fatigue, parce que c'est sûr qu'il y en a plusieurs, et plusieurs chez une même personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule origine Je pour confirme. une personne. Je Donc, confirme. mais par contre, ce qui est intéressant dans nos résultats, c'est que pour le moment, on se rend bien compte qu'à chaque fois, il y a quand même une fatigue qui prédomine. En fait, il y a plusieurs origines pour la fatigue. Donc, il y a la fatigue physique, parce qu'on le voit bien, liée au traitement, à une chimiothérapie, ça va diminuer la masse musculaire. Donc, forcément, on va avoir la condition physique qui va être affectée et le corps va être moins fort. Donc il y aura cette fatigue déjà qui est d'origine plutôt physique, musculaire. Il y a l'origine aussi cardiovasculaire, c'est-à-dire le fait de s'essouffler très rapidement à l'effort, d'ailleurs de perdre en autonomie. Ouais. On a aussi la fatigue cognitive, c'est-à-dire tout ce qui touche à la mémoire, la concentration. Tout ça, le cerveau peut fatiguer et du coup donner cette sensation de fatigue. On peut avoir la fatigue émotionnelle. Le cancer, c'est C'est pas ce une... que Stéphanie me dit, la fatigue Ouais. physique et psychologique. C'est vrai que c'est difficile à dire, à, à savoir en fait comment faire la part des choses entre les deux. Et il y a Muriel justement qui dit que dans cette fatigue, il faut convaincre l'esprit de ne pas se laisser abattre. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui marche vraiment, en tout cas de rester l'esprit positif, de se dire je suis pas fatigué, je suis pas fatigué, et du coup on arrive à combattre. Faut quand même s'écouter en fait, parce qu'il ne faut pas non plus la nier, la fatigue. Il y a des temps de repos qui vont être nécessaires, qui sont importants. C'est comme si, même en bonne santé, on se disait j'arrête de dormir. Et Ouais. puis comme ça, c'est pas grave, hop, il n'y a plus de fatigue, j'arrête de dormir. Non, c'est pas bon. Donc par contre, d'essayer de se booster un peu, c'est-à-dire que plutôt que de rester toute une journée dans le canapé, par exemple, et de se dire bah, je vais pas bouger parce qu'il faut que je me repose, ça on le sait que maintenant c'est terminé. C'est pas une bonne façon de faire. Si le corps se déconditionne, plus on se repose, plus on va avoir un corps qui se déconditionne. C'est-à-dire que là, il va falloir bouger pour pouvoir lutter contre la fatigue. Donc c'est vrai qu'il y a des choses comme ça. Par contre, il y a plein de choses à faire. Le sommeil, j'en ai pas parlé, mais le sommeil est super important et on sait des fois que le sommeil est altéré. Par exemple, là, tu vois, je disais les tests, c'est une heure et demie. C'est pas vrai parce qu'on met un appareil sur les patients. C'est deux électrodes en fait qui vont être sur la poitrine. C'est un actimètre, ça va évaluer aussi la qualité de sommeil. Et il faut que la personne le porte 72 heures. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup pour l'instant de tests pour évaluer. Parce que si la fatigue numéro un est liée au sommeil, c'est pas parce qu'on dort qu'on se repose et qu'on récupère. C'est-à-dire que si on a un sommeil qui n'est pas profond et un sommeil qui est stressé, ou on a un cerveau qui a du mal à tomber dans les couches de sommeil, et bien même si vous avez l'impression, vous dites, oh mais je me suis couché à 21 heures, j'ai dormi jusqu'à 8-9 heures le lendemain matin, je devrais être en pleine forme, ben non, parce que ce n'est pas un sommeil réparateur. D'accord.
ça, pour l'évaluer, ça nécessite des appareils et ça nécessite d'être au moins 2 à 3 nuits d'évaluation pour voir comment il sommeille, pas simplement sur une nuit, quoi. Oui, donc j'imagine que du coup, ouais, pour pouvoir prendre une sorte de moyenne sur plusieurs nuits aussi. Alors là, ils disent que il y a aussi des problèmes de troubles de mémoire quand on est fatigué. Alors moi, mes copines appelaient ça le mode bête. Et justement, je pense que aussi on a parlé là. Et effectivement, moi, quand il y avait des jours où je voyais mes copines, c'est-à-dire qu'on me parlait, je ne comprenais presque rien à ce qu'on me disait. Et en fait, j'étais juste là physiquement. Et là, j'étais. Ou alors, j'arrivais pas à faire mes phrases, je trouvais pas mes mots. Bon, ça m'arrive souvent parce que je suis un peu délurée de base. Mais c'est vrai que mes copines me disaient Yaya, t'es en mode bête là. Et là, je dis ah ouais, pardon. Bah, en fait, j'arrivais pas. Et là, oui, je vois des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, justement. On est là pour ça. On en a reçu pas mal déjà. Et on parle aussi. Alors, j'ai cru voir plus haut, la plus jolie de tous les kikis. Merci, Alex. Et donc, du coup, il y a Sabrina qui a posé la question de comment différencier la fatigue émotionnelle et la fatigue physique. Justement, j'en parlais tout à l'heure. Pour, euh, pour dissocier, alors les fatigues, c'est ça qui est compliqué, c'est de savoir de déterminer l'origine de cette fatigue. La fatigue émotionnelle, à partir du moment où on commence à tout prendre mal, à avoir du mal à gérer ses émotions, où on sent qu'on se laisse déborder, qu'à rien on pourrait craquer, ou qu'on est en colère, ou qu'on est et que c'est exagéré par rapport à son comportement habituel. Quand on a cette sensation que là on se dit mais bah non, mais pourquoi je pleure, j'explose pour ça, pour ce qu'on m'a dit là, ou ça m'énerve vite alors que normalement ça ne m'énerve pas. Là, il y a une fatigue qui est émotionnelle. Ah oui, non, ça, effectivement, ça m'est arrivé. C'était un soir où j'avais très mal au ventre pendant la chimiothérapie, en semaine où j'étais pas en chimio, donc j'allais bien, j'étais contente. Et en fait, j'ai eu très mal au ventre, donc du coup, en plus de ça, j'étais très fatiguée. J'ai essayé de reprendre des forces. Mon copain a voulu m'emmener aux urgences. Je me suis énervée. J'ai dit, on va pas gâcher ma semaine où je vais bien pour aller aux urgences. Je vais encore y passer 9 heures pour un paquet de chips que j'ai mangé en entier. Bon, ça m'apprendra, mais tu vas pas m'emmener là-bas. Ils vont me donner un Doliprane et c'est tout. Et je lui ai hurlé dessus. Il m'a quand même emmené aux urgences. Il m'a pris par la main puisque moi, il faut quand même me forcer parfois. Mais maintenant, je m'écoute un peu plus. Mais c'est vrai que je lui ai hurlé dessus. Le pauvre, il savait plus où se mettre. Et moi, bah, du coup, derrière, je lui ai offert un cadeau. Voilà. On peut craquer très facilement et il faut pas, ce que je disais, c'est qu'il faut pas s'empêcher non plus de craquer puisque c'est le corps qui réagit comme ça. Donc, l'esprit, en fait, essaye de répondre à ce que le corps vit et voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Et voilà, là, je suis fatiguée, je suis en mode bête et j'arrive pas à finir ma phrase. Ça, c'est la fatigue cognitive, ça. C'est le côté où le cerveau a plus de mal à travailler. Et du coup, c'est un genre de ça. On peut s'en rendre compte de cette fatigue-là quand, bah, comme tu disais tout à l'heure, je perds on a des trous de mémoire, on n'a pas noté, ou on a fait quelque chose et on le refait, quelqu'un nous dit mais attends, tu l'as déjà fait. C'est de la fatigue purement cognitive. D'accord. En fait, il y a on peut soi-même arriver, enfin soi-même. Il faut quand même des fois qu'on nous fasse prendre conscience parce que des fois on est fatigué, oui on sait qu'on est fatigué, on ressent la fatigue, mais pour deviner d'où elle vient, on a du mal. Mais on peut essayer de creuser comme ça, c'est vrai, on peut réussir. Si par exemple, je ne sais pas, vous êtes essoufflé à la marche, tu vois, tu veux marcher 50 mètres alors que avant 50 mètres c'était rien du tout, et que là il y a un essoufflement important, ça peut être soit un affaiblissement musculaire, et là on va pouvoir le voir généralement à la perte de poids ou vraiment à la fonte musculaire, on va se sentir plus faible, ou ça peut être plutôt cardiovasculaire, c'est-à-dire que bah, c'est l'endurance qui nous gêne. C'est-à-dire que dès qu'on se portait des charges, on se dit tiens, ça va, je peux porter comme d'habitude, j'ai pas de douleur aux muscles, rien. Par contre, je veux marcher 10 minutes, et là, il n'y a plus personne, il faut faire des pauses. Là, il faudra travailler plus l'endurance musculaire plutôt que la force. Et Par contre, on n'arrive plus à porter quelque chose, on va faire du renforcement. d'accord. Et comment, en fait, justement, comment on peut se forcer justement à travailler
ce renforcement musculaire ou alors l'endurance. Moi, je sais que je n'arrivais pas à marcher de ma chambre à mon couloir, à ma cuisine, c'est-à-dire, je sais pas, 20 pas. Je n'arrivais pas à faire 20 pas. J'étais trop fatiguée. Je rampais pour Eh aller. bien, du coup, il y a des choses à faire plutôt que d'essayer de marcher. Par exemple, on peut faire des exercices plutôt statiques sur place, style du gainage, style du pilate, yoga, avec des activités un peu où il n'y a pas forcément une grande dépense énergétique en, en déplacement, hein, en déplacement, je veux dire, mais où on peut faire les exercices sur place. Il y a des trucs tout simples pour renforcer les membres inférieurs. Vous êtes assis sur une chaise, je me lève de la chaise, je m'assois. Je me lève de la chaise, je m'assois. Jusqu'à fatiguer le muscle, jusqu'à se dire là, je ne peux plus. On fait du renforcement musculaire. Parce que si on ne peut pas faire 20 pas, si on ne peut pas marcher une dizaine de minutes, c'est que la fonte musculaire est trop importante. Il n'y a plus la capacité musculaire qui est présente pour déplacer le corps. Donc, avant de vouloir partir 1 heure, parce qu'on n'y arrivera jamais, il va falloir faire des exercices de renforcement musculaire spécifiques. Le mieux, c'est quand même d'être encadré. On a quand même beaucoup de soins oncologiques de support qui sont proposés par les associations de patients. Je pense à la Ligue contre le cancer. Tous les comités de la Ligue vont proposer de l'activité physique adaptée. C'est des choses, peut-être, allez voir ces spécialistes-là qui vont vous donner les exercices bien précis pour chaque cas. Et après, on peut les refaire facilement à la maison. Parce que des fois, à tester soi-même, on peut trouver, mais si on ne sait pas exactement, des fois, on se fatigue à chercher, on se fatigue à tester et on ne cible pas, donc on s'épuise. Ou alors, on te contacte directement sur Instagram aussi. Voilà, on peut aussi. Mais c'est vrai que ça va. Des conseils, je peux en donner. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le bouquin, on a mis énormément d'exercices. On s'est dit, on va mettre des exercices pour montrer aux gens ce qu'il faut faire. Mais ces exercices-là peuvent, normalement, ils ciblent bien parce qu'on a ciblé des groupes musculaires on sait qu'ils sont très touchés, mais ça peut ne pas suffire ou ça peut, au bout d'un moment, on peut se lasser de toujours faire les mêmes. Donc là, d'aller voir un professionnel qui, lui, va pouvoir suivre l'évolution et changer les exercices à chaque fois et donner des objectifs, ça peut être pas mal. Sans se dire, je vais faire des prises en charge de folie, mais des fois, juste une consultation de temps en temps, des séances, parce qu'ils proposent des séances gratuitement à la Ligue contre le cancer. Ouais. Oui, tout à fait. Ils proposent, ouais, il y a beaucoup d'associations et la Ligue qui proposent des séances gratuitement. Et moi, je sais que mon hôpital aussi m'avait prévu ça. Mais moi, en fait, dans ma tête, déjà, je suis absolument pas sportive. C'est-à-dire, je fais zéro sport et je sais que c'est mal. Il faut pas faire ça. Je fais zéro sport. Et alors, même après le cancer, je me suis dit, bon, je vais peut-être me remettre à faire du skateboard. Voilà. Et finalement, j'ai Mais, arrêté. Je n'arrive pas à me motiver parce que pour moi, le sport, ça me fait mal. hmm, mais Et ouais. du coup, je me dis, en chimio, je vois pas comment j'aurais réussi, comment se motiver en fait, comment. Et bien, en fait, c'est parce que tu vois déjà, l'approche n'est pas bonne. Tu dis du sport et c'est pas du sport. C'est-à-dire que c'est de l'activité physique. Or, Voilà. tu en fais parce que tu as marché. Tu as peut-être monté un escalier, tu es venu t'asseoir, donc tu as utilisé ton corps. En fait, c'est ça l'activité physique adaptée. C'est pas du D'accord. sport. C'est qu'on va, voilà, tu peux passer une séance sur une chaise, hein. C'est-à-dire que D'accord. tu es trop faible, tu passeras la séance sur une chaise où tu auras des exercices avec du matériel ou non, mais sur la chaise bien spécifique qui vont te remuscler, qui vont être très efficaces, ce qui fait que les semaines vont passer. À force de faire ces exercices-là, tu ne fatigueras plus et tu iras parce que tu verras ta fatigue diminuer. Donc forcément, tu vas y aller. Mais il ne faut pas avoir dans la tête que c'est du sport parce que oui, sinon on va se dire c'est mort. Ouais. Crever, je ne vais pas aller faire un truc de folie à m'épuiser. C'est pas du tout ça en fait. C'est vraiment juste des exercices. C'est un peu comme aller chez le kiné où le kiné, il manipule, il va faire bouger, et puis dans ces activités-là, c'est toi qui vas faire des exercices qu'on va te donner. D'accord. Ok. Alors, j'ai une autre question de Caro. Alors, je ne l'ai pas vraiment compris, peut-être que toi tu vas comprendre. Et faire de la remédiation cognitive avec Oncogite. Voilà. Ah, je ne connais pas. Pas compris non plus. Donc, Caro, si tu veux bien reformuler ta question, s'il te plaît, parce que du coup, je me suis dit, soit il y a l'iPhone qui a craqué et qui a corrigé tes mots. Alors, le RKS Réseau Kiné Cancer du sein se mobilise pour proposer des soutiens Mmh. spécifiques. Donc ça, c'est bien de pouvoir le dire, merci. Et sinon, ouais, je reviens sur les questions hein, parfois. Donc,
Alors, la Ligue contre le cancer fait des choses incroyables. Moi, ils m'ont vraiment aidé pendant et après les traitements avec plein d'ateliers. Et complètement pour le souffle de Nini, Bise, effectivement, moi, je n'avais plus de souffle, même quand je faisais rien. Une fois, j'étais allongée dans le lit et en fait, j'avais un bâton avec une petite souris au bout et je jouais avec mon chat. Et en fait, j'ai dû arrêter parce que bah, je faisais de la tachycardie. Enfin, j'avais l'impression de faire de la tachycardie et j'étais essoufflée à ne pouvoir rien faire. Donc, je me suis remise, j'arrêtais pas de dire en PLS, je me suis remise en boule et en fait, je ne bougeais plus. Et en fait, la semaine d'après, quand j'avais encore une chimiothérapie de pré et qu'elle avait été annulée parce que c'était trop bas, parfois on me disait, bah écoutez, allez monter et descendre des escaliers dans l'hôpital et revenez, on va faire une prise de sang pour voir si c'est remonté. Malheureusement, ça n'a pas marché et moi, je culpabilisais toujours de me dire pourquoi je n'ai pas assez marché pendant cette semaine. Pourquoi Parce que en fait, je voulais pas forcer mon corps, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est très important bah, juste de marcher entre les chimiothérapies pour pouvoir justement bah, donner de la force au corps et justement pour que le corps accepte la chimiothérapie à nouveau pour le cycle d'après. Donc, alors, on avait reçu d'autres questions. Je ne sais pas si tu as un sujet abordé peut-être là-dessus en plus. Sur quoi exactement tu veux? Bah là, sur la fatigue, puisque là, j'allais. Oui, il y a par exemple, là, ce que j'ai vu tout à l'heure, oui, passer sur les questions et sur tout ce qui est neuropsychologue. Les psychologues sont hyper importants aussi parce que la fatigue, si elle est cognitive, il y a des exercices. On peut travailler sa mémoire, on peut stimuler le cerveau d'une bonne façon et l'apprendre à s'économiser également. Et surtout quand on se met à ruminer. Quand on commence à avoir voilà, des angoisses, du stress, là, c'est épuisant. Là, cette fatigue-là, elle est vraiment difficile. Elle va souvent pourrir le sommeil. Donc, on récupérera encore moins parce que le sommeil ne sera pas bon. Et là, vous pouvez faire tous les exercices que vous voulez, ça ne va pas forcément aider. C'est-à-dire que là, c'est vraiment s'orienter vers le psychologue pour aider à faire un peu le tri, à lâcher un peu tout ce qui ne va pas, aider à mettre des mots vraiment sur la souffrance et pour souffler un peu. Parce que des fois, en fait, on est des cocottes minutes. La tête, c'est un réservoir, c'est plein. Hein. Enfin, Ouais. ça ne peut pas s'étendre indéfiniment. Des fois, on engrange, on engrange, on engrange, mais quand ça doit exploser, ça explose. Ouais, effectivement, le souffle, c'est hyper important. Moi, je le découvre sur les stories de Muriel, justement, parce que elle prend du temps pour vraiment respirer et expirer. Et ça, je sais que ça a calmé aussi le stress et les angoisses. Je sais que quand il y avait une crise d'angoisse qui pouvait monter, voilà, il faut prendre son temps pour bien respirer. Et ça travaille beaucoup. Et voilà. Je suis désolée, là, le fil conducteur est un peu fouillis parce que bah, c'est mon premier live, hein, évidemment. Et, euh, et sinon, voilà, on a reçu des questions par rapport à la fatigue. Donc, combien de temps dure la fatigue et les infections suite à la chimio? Alors, Comment arrête-t-on d'être fatigué après un cancer? la chimiothérapie, en fait, dans les services, nous, on n'est pas inquiets. Quand 18 mois après la dernière cure, 2 ans après la dernière cure de chimio, il y a des effets secondaires qui sont présents. On va dire c'est normal. Alors je dis pas que c'est normal d'avoir des effets secondaires, mais je dis que là c'est la chimio qui a cet impact pendant au moins les 2 ans qui suivent. La fatigue, euh, si on n'essaye pas de rompre en fait quand elle est en phase aiguë pendant les traitements, si on n'essaye pas de la rompre et qu'elle devient chronique, on a des patients 25% des patients, 5 ans après, ressentent cette fatigue. 25% ressentent encore 10 ans après. Ouais, On a encore 4 ans, 10%, on a encore 10% 25 ans après. 25 ans après. Ouais. C'est-à-dire que tant que si on se dit ça va partir naturellement, c'est possible dans certains cas parce qu'en fait, tout dépend quelle était l'origine de la fatigue. Quelqu'un qui a une fatigue émotionnelle parce qu'il a peur, et ce qui est tout à fait logique pendant cette maladie, ben, quand on lui annonce la rémission, que plus les années passent et s'éloignent de ce moment des traitements, plus la personne se sent mieux, a moins peur, même si je ne dis pas qu'elle n'a pas peur de la récidive, mais moins angoissée parce qu'elle retrouve une vie un petit peu plus ordinaire. Eh bien, si c'était une fatigue qui était vraiment émotionnelle, il y a de grandes chances qu'elle disparaisse. Parce que plus on va s'éloigner de la maladie, plus la personne
va se sentir quand même mieux. Si c'est une fatigue qui est d'origine musculaire et qu'après, on ne reprend pas une activité physique et qu'on se dit, bah, la maladie, c'est bon, elle est derrière moi, ok, mais je ne vais pas faire d'activité physique, je ne change pas mes habitudes, et ben là, reprendre le travail, ça va devenir fatigant, Oui, parce que ça va demander de l'énergie, qu'on n'aura plus forcément, parce que si on prend le avant, on a un corps qui avait l'habitude d'être sollicité par son travail, par ses activités extérieures, etc. Ok, il est dégradé, parce qu'il faut être honnête, hein, il est vraiment dégradé pendant la maladie, pendant les traitements. Si on ne fait pas revenir à ce qu'il était avant, mais qu'on décide de reprendre les activités qu'on avait avant, comment voulez-vous que le corps y tienne? Il ne va oui, pas tenir. Tu vois, oui, donc si son corps, on ne le reprend pas en main, eh bien derrière, cette fatigue, elle va être présente jusqu'à temps que l'on retrouve une condition physique correcte oui, par rapport à ce qu'on lui demande. Voilà. Si c'est une fatigue liée au sommeil, parce que le sommeil a été complètement perturbé et qu'on ne règle pas ces troubles du sommeil, le problème du sommeil, c'est qu'il y a des gens, ils le savent qu'ils ont mauvais sommeil parce qu'ils se réveillent. Ils vont nous dire, je me réveille 5-6 fois dans la nuit. Donc eux, ils le savent. Mais les gens qui ont la sensation de bien dormir parce ils ferment les yeux et les ouvrent le lendemain, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un sommeil qui est perturbé ou stressant. Et du coup, il n'est pas récupérateur. Donc là, il faut faire des tests quand vraiment on se dit, je ne vois pas d'où ma fatigue peut provenir. Ça peut être intéressant de faire des tests, hein. Il y a des cliniques sur le sommeil et tout, hein. Il y a des analyses qui sont faites et on va aider. L'apnée du sommeil, c'est un truc qui épuise l'organisme, hein. oui. Les paralysies du sommeil aussi, ça rejoint les fantômes, tout ça. On pourra en reparler dans un autre live éventuellement. Mais ouais, c'est quelque chose qui fatigue. Et en plus, le cerveau derrière bah, ne suit plus. Bon, désolée, hein, parfois tu parles, mais je rigole en même temps parce que je vois les commentaires Oui, qui je vois. disent il va falloir bouger ton boule. Danse tous les jours sur Céline Dion, ça va le faire. Merci. Alors, tu parlais tout à l'heure de fatigue chronique et en Ouais. fait, on a reçu une question qui demande comment on distingue une fatigue chronique d'une fatigue par vague. Bah, par vague, alors ça dépend ce qu'on entend par vague, parce que nous, on met le mot chronique à partir du moment où ça dure plus de 3 mois. Dès qu'on dépasse les 3 mois et que un symptôme ne disparaît pas, qu'il est toujours présent, on appelle ça on passe en chronique en fait. Hein. Une fatigue aiguë, ça va être, bah, là ça peut arriver, on va dire, ça nous arrive une fois tous les mois, et puis ça disparaît pendant plusieurs mois, ça revient, une phase de 2-3 jours. On ne parle pas de la fatigue chronique pendant les traitements parce que là ce sont les traitements qui agissent. Mais à partir du moment où les traitements se terminent, si on engrange de la fatigue et qu'on n'en sort pas et qu'on dépasse 3 mois de fatigue consécutive, on passe dans le chronique. Si c'est par vague, ça peut être, en fait, ce qui peut être par vague, c'est quand il y a une origine qu'on va détecter. C'est-à-dire, euh, je termine mes traitements, je suis encore en arrêt, je prends soin de moi, je me repose, je suis à la maison, je prends mon rythme, je fais mes activités, mais je prends soin de moi. Je reprends le taf. Souvent, il y en a qui veulent reprendre à temps plein. Je ne suis pas persuadé que ce soit mais bon, tout Moi, le j'en monde fait. ai 2 fois en plus. C'est difficile. C'est-à-dire que ça c'est forcément difficile. Ça peut pas être. On peut pas dire je retourne au boulot d'un coup et dire que c'est facile parce que il y a cette fatigue qui va être là. Et là, Alors, du coup, ça peut être une fatigue par vague. C'est-à-dire qu'on sait que c'est la reprise du travail qui apporte cette fatigue. alors, ça va peut-être être étrange ce que je vais dire, mais moi, étant donné que en fait, je me laissais toujours un mois de battement avant la fin de mes chirurgies ou chimio, je me laissais un mois où j'allais bien, où mon corps allait bien, où je pouvais remarcher, où je vomissais plus, etc. avant de reprendre le travail. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai été arrêtée 2 fois 9 mois Mhm. pour 2 fois la chimio plus opération, etc. Et en fait, j'ai pas eu l'impression, alors je sais pas, peut-être que je me mens à moi-même, peut-être qu'il y a un voile qui s'est créé, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir été fatiguée au retour au travail. Parce Mhm. qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir cette motivation. Parce que moi, en fait, le but, quand j'étais arrêtée, mon but, c'est vraiment, quand je reprendrai le travail, de reprendre une vie normale. Et voilà, j'en peux plus de rien faire à la maison, j'en peux plus d'attendre dans le lit en bavant et en attendant. Et le fait d'avoir repris le travail, ça me redonnait un rythme. Enfin, c'est ce que, en tout cas, moi, je le pense. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de coup de fatigue. Je me souviens que la première fois que j'ai repris le travail, c'était pendant le mondial de l'automobile, puisque je travaille dans l'automobile. Donc, ça a été intense directement. Mais je sais que j'ai de la chance d'avoir une équipe qui me disait, voilà, si tu veux reprendre à 50%, commence
commence vraiment doucement, voire à 20% de capacité. Et moi, j'ai dit non, non, moi, c'est 100% directement. C'est peut-être un tort, mais le fait, en fait, j'ai l'impression que c'était une locomotive qu'il fallait lancer et que, en fait, du coup, il fallait la lancer et elle allait accélérer. Et à partir du moment où elle était lancée, elle était partie à bonne vitesse. Et je sais pas, Tout le monde est différent, c'est possible. Hein. C'est-à-dire que ça, on ne dit pas que ça n'existe pas du tout, hein, c'est pas vrai. C'est juste que on se rend compte que statistiquement, et c'est pour ça d'ailleurs que le temps partiel est proposé. Hein. S'il n'y avait pas de fatigue après, c'était facile, on ne l'aurait pas mis. Hein. On ne va pas gaspiller de l'argent, entre guillemets, quand je dis gaspiller. Mais quand on parle d'argent, si on l'a mis en place, c'est que c'est problématique. Sinon, on ne mettrait pas ces choses-là en place. Donc, en règle générale, la reprise du travail peut être compliquée. Et moi, c'est-à-dire souvent, j'ai tendance à freiner les gens dans la reprise du boulot à temps plein parce que j'ai peur que ça soit un échec en fait. C'est-à-dire s'ils reprennent trop vite, trop fort, qu'ils n'arrivent pas à suivre, il faut repasser par un arrêt et ça peut vraiment être vécu comme un échec. Quand tout se passe bien, comme là tu nous présentes, c'est super. En fait, ça c'est génial. Mais moi, j'ai vu des patients où ça a été très compliqué. On doit repasser par un arrêt pour après redéclencher ouais, c'est le temps partiel. Et ça peut être vécu comme un comme échec. effectivement comme un échec. Et moi, je sais que j'ai une amie qui avait repris le travail et qui m'a dit ne reprends pas le travail trop vite. J'ai fait l'erreur, elle avait dit, j'ai fait l'erreur de commencer le travail 4 mois trop tôt. En pensant que j'allais y arriver, mais en fait, bah, elle était vraiment fatiguée. Et moi, je me laissais 1 mois et demi, 2 mois avant de reprendre. Et bon, pour l'instant, je suis pas fatiguée parce qu'après, je suis à la maison, ça aide beaucoup. À l'époque, je prenais les transports et tout, donc c'était encore plus fatigant. Mais ouais, c'est vrai que chacun réagit différemment. Et je conseille à chacun de prendre son rythme pour reprendre le travail, ne pas forcément dire ah bah Aria, elle a réussi, pourquoi pas moi. Moi, je me souviens que je calquais sur un collègue qui avait eu un cancer de l'estomac et qui était revenu au bout de 2 mois au travail. Et il a eu 2 mois d'arrêt. Pourquoi moi j'ai 9 mois? Pourquoi moi j'ai 9 mois? J'ai envie de revenir. Donc chaque mois, en fait, je me suis dit, allez, je vais essayer. Et moi, je n'y arrivais pas. Et c'était considéré comme un échec. Or, si on se dit, voilà, ça va être long. En fait, le cancer, c'est vraiment une maladie. Je me souviens, c'est une des premières fois où je suis arrivée dans la salle de chimiothérapie et qu'ils avaient du retard mon début de chimio. À l'époque, j'étais jeune, j'étais au coup, enfin, j'étais pas patiente, etc. Il y a un monsieur qui est sorti et qui m'a dit, vous savez, mademoiselle, le cancer est la maladie de la patience. Donc, laissez-vous le temps. Le temps s'arrête un peu pendant le cancer. Donc, effectivement, le temps paraît long. Mais voilà, il y a des activités à faire, il faut s'occuper de l'esprit, etc. Bon, c'est un autre sujet, mais, euh, mais je sais que du coup, en termes d'où est-ce que je venais, où est-ce que je veux aller? Ben voilà, tu vois, ça doute la fatigue, ou alors moi-même, parce que je suis comme ça. Bref, en gros, je voulais dire que voilà, le temps s'arrête, il faut se laisser le temps. Il faut se laisser le temps et comprendre que la maladie et le cancer prend du temps. Et ne pas vouloir accélérer les choses parce qu'on peut se retrouver, comme tu le dis, déçu de la finalité. J'ai réussi à la fin de ma phrase. Alors, j'ai vu qu'il y avait un message, le syndrome post-traumatique touche davantage les patients guéris ou en rémission. Et l'un de ces signes, c'est de la fatigue et les troubles du sommeil. Effectivement, on a parlé tout à l'heure des troubles du sommeil. Et en fait, il ne faut pas oublier, alors, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en rémission, voire rémission totale. Et on a l'impression enfin, parfois, on a l'impression qu'on ne doit plus être fatigué, alors que justement, la fatigue est toujours là. Et c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent autour de nous. Et comment, justement, c'est une des questions qu'on a reçues, et mon ordinateur s'est mis en veille, c'est comment faire comprendre aux autres que leur fatigue n'est pas la même que la nôtre. C'est compliqué parce que c'est une fatigue qui est pas. Déjà, le problème en fait sur cette fatigue, c'est que pour toutes les fatigues, on a quasiment qu'un mot, c'est la fatigue. On a épuisement, on peut dire je suis crevé, on peut dire je suis exténué, mais c'est des mots qu'on utilise tous dans le langage courant. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire après un week-end un peu trop festif, dire je suis naze. Mais c'est pas du tout cette fatigue-là. Les gens ont du mal à comprendre, il faut leur expliquer
que faut leur trouver un exemple, de leur dire, pour qu'ils essayent de comprendre, de dire, bah, essaye de voir le moment où tu as été le plus fatigué un soir, où tu t'es dit, enfin une journée, tu dis, je veux que me coucher pour récupérer. Tu dors toute ta nuit et le lendemain, tu te réveilles dans le même état que tu t'es couché. Mm. Il n'y a qu'à partir de là où les gens peuvent essayer d'entrevoir cette fatigue parce que les gens ne comprennent pas. Ils se disent, bah, attends, tu es sur le canapé toute la journée, tu dors, tu devrais peut être récupérer. mais bon, moi ça va, j'ai été entourée de personnes bienveillantes, mais effectivement, ça peut être une remarque qu'on Oui. reçoit de personnes. Ouais, parce que dans la tête des gens en bonne santé ou même d'autres maladies, mais qui n'ont pas vécu cette maladie du cancer, euh, se reposer, c'est récupérer. Ouais. Et non, pas là. Ouais, C'est-à-dire que le repos n'est vraiment pas. Alors, il faut bien dormir, c'est une certitude, mais le repos n'est pas la réponse à la fatigue liée au cancer. Pas du tout. Ça n'en est pas une. Il faut qu'il y ait un bon sommeil, on est d'accord, mais si on se dit je vais rester toute la journée allongé pour me sentir mieux le lendemain, ça ne marche pas. alors oui, ça marche pas. Et moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Et là, tu me fais me rendre compte de ça. C'est vrai Et que moi, ça, je me c'est repos. pas, c'est pas une solution, ça ne répond pas à la fatigue, voire ça peut encore plus des fois la dégrader parce que le fait de rester trop longtemps en position sédentaire, assis ou allongé, eh bien, on accentue la perte de masse musculaire. Donc, le corps va s'appauvrir en muscles et quand on va vouloir bouger, eh bien, ça va lui demander un effort supplémentaire parce qu'il n'aura plus la force, en fait. Et du coup, de vraiment trop rester en sédentaire, vraiment de ces postures inactives trop longtemps, c'est délétère. Et ça Ouais. va accentuer la fatigue. C'est dur, hein, je sais que c'est dur à sûrement entendre quand je dis ça, Ah oui, non, mais mais, mais c'est une certitude. Je sais qu'avant, on disait constamment aux gens, quand il y avait un cancer, reposez-vous, reposez-vous, reposez-vous. Normalement, ce n'est plus un discours que l'on a, c'est-à-dire de dire faut se reposer sur les moments de très grande fatigue et surtout, il faut avoir un bon sommeil, ça c'est une certitude. Mais par contre, on va solliciter les gens en disant allez marcher, dès que vous vous sentez bien, bougez un peu, ça. etc. pour vraiment remettre le corps en activité. Bah ouais, mais comme je le disais, quand on se ressent bien après une chimio, quand on a l'impression d'avoir récupéré toute sa force, on a vraiment l'impression d'être. Et ça, c'est un petit bonheur qu'il y avait dans la chimio, c'est que toutes les 2 semaines, en tout cas pour moi, mon chat vient de faire un bruit bizarre. Pour Pavel. Et donc du coup, pardon. Et donc du coup, je disais donc que c'est un moment de bonheur en fait qu'on a la chance de vivre, de se dire bah je vais mieux. À partir du moment où on se relève après une chimio, où on arrive à marcher, où on arrive à c'est des petits moments comme ça qu'il faut savoir apprécier aussi, de se dire, voilà, j'ai réussi à faire ça, je me suis levée aujourd'hui, je suis partie me balader, j'ai marché 10 minutes, j'ai marché 20 minutes, j'ai marché 2 kilomètres, 5 kilomètres, voilà. C'est des choses il faut vraiment mettre en avant pour éviter. Alors, il C'est y a, pardon. c'est hyper important parce que j'ai beaucoup de patients qui me disent ouais, mais je vais pas. Ils me disent moi, j'avais l'habitude de marcher, je fais des randonnées, mais là, je me vois pas marcher 1 heure et demie. Du coup, il ne marche pas. Ben, je dis oui, mais je dis ça devient un entraînement, c'est-à-dire que pour espérer marcher 1 heure et demie, il va bien falloir commencer à marcher. Et moi, je dis qu'est-ce qui vous empêche de sortir ne serait-ce que 5 minutes? Et s'il faut 2 pauses dans les 5 minutes, c'est pas grave. On va marcher 5 minutes, on rentre. Hop, on finit la journée. Le lendemain, est-ce qu'on se sent plus mal? Est-ce qu'on se sent mieux? Si on se sent mieux, bah pourquoi pas essayer 10 minutes, etc. Et c'est des petites victoires comme ça, mais qui bout à bout, après on arrive à quelque chose de super, quoi. Et on a des personnes qui, pendant les traitements, arrivent à marcher. Moi, j'ai des patients, je suis étonné de ce qu'ils peuvent faire, hein. Ça m'est arrivé d'avoir des patients qui ont continué à courir. Attention, hein, bien diminué, mais qui ont réussi à courir pendant les traitements. Et là, on se dit, waouh, bravo. Ouais. Mais voilà, mais c'est un effort, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, ouais, mais ça devait être facile pour elle. Non, c'était un effort. Pour surpasser aussi. Et d'ailleurs, je félicite toutes ces personnes, sans doute vous aussi qui nous suivez, de continuer à faire du sport, de l'activité physique pendant les chimiothérapies, parce que moi, je me mets à la place et je me dis, mais comment faites-vous? Mais ça se trouve, si j'avais essayé, j'aurais réussi. Sûrement, Mais, c'est sûr. alors, il y a Neuil qui dit, pour ma part, j'ai l'impression d'être plus fatiguée maintenant que quand j'ai repris
Non. Maintenant que j'ai repris le travail et que pendant la chimio. Elle est plus fatiguée maintenant, bah ça c'est normal. Hein. Enfin, je présume que c'est normal. Hein. C'est hyper fréquent. Alors surtout qu'en plus, on a ce qu'on appelle une sorte. Enfin, on a le corps et la tête qui lâchent un peu après. C'est-à-dire que la phase d'après-cancer, c'est quelque chose qui est très difficile. On l'a longtemps nié, ça. On disait, bah voilà, c'est bon, vous êtes en rémission, allez hop, on s'en va. Et en fait, non, parce que pendant les traitements, les patients mobilisent beaucoup leurs ressources pour se battre contre la maladie, pour faire tous les examens. Quand je vois, moi, quand j'ai des patients qui veulent une consultation, ça me fait toujours un peu sourire parce que je leur dis, vous êtes disponible comment? Et première chose qu'ils me disent, bah, je suis en arrêt, j'ai le temps. Et quand je dis, bon, alors tel jour, telle heure, ah non, là j'ai kiné. Tel jour, telle heure, non, là j'ai chimio. Tel jour, telle heure, non, j'ai. Ah, ben, je dis, vous n'êtes pas du tout libre. En fait, il y a un emploi du temps qui est Ah énorme. oui, ouais, Voilà, qui est énorme. Et du coup, on mobilise en fait les patients et on les rend acteurs le plus possible pour lutter. Et quand tout ça, ça s'arrête, bah déjà, il faut récupérer de l'énergie qu'on a mis contre la maladie et pendant les traitements, tout ce qu'on a mobilisé. Et en plus, quand on se rajoute reprendre une vie normale, parce que j'aime bien quand on dit ça, souvent, bah maintenant c'est bon, reprenez une vie normale. c'est jamais normal comme avant. Voilà, c'est mignon de dire ça, mais Après Covid, avant cancer, après cancer, c'est pareil. voilà, et le problème, c'est faux, c'est pas bien de dire ça, de notre part, de dire aux gens, reprenez votre vie normalement comme avant, parce que les proches entendent, allez hop, on tourne la page, c'est terminé. Et tout ce qu'on a pu aider la personne qui était malade, les tâches qu'on lui a faites à sa place et tout, on s'attend à ce que là, la personne retrouve son rôle dans la société, dans la famille, au travail. Et là, du coup, tout d'un coup, en fait, on a énormément de choses à refaire. C'est ça. Mais la fatigue des traitements, elle est toujours présente. Hein. Elle part pas comme ça. Hein. Il y a une charge mentale aussi aussi. La fatigue des traitements, il ne faut pas espérer qu'elle disparaisse avant 2 ans après la fin des traitements. Donc déjà, elle est là. Donc si vous rajoutez autre chose derrière, forcément, c'est du plus. Donc la fatigue va s'accentuer. C'est ça. Alors, il y avait une question. Donc, il y a Nadège qui dit l'après-cancer a été beaucoup plus difficile que pendant. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et effectivement, c'est un message qu'il faut passer. C'est un message que j'ai beaucoup vu. Moi, je ne communique pas forcément sur ma fatigue, puisque de base, quand je me sens fatiguée, ça se voit. Même pas besoin de le dire en fait, moi ça se voit directement. Mais effectivement, c'est un message qu'il faut vraiment faire passer parce que en fait, on n'en parle pas assez. On a l'impression qu'il faut se remettre dans une vie normale, mais il faut s'accorder du temps. Et c'est ce que je disais. Pour juste rebondir sur l'après-cancer, dans la collection là, de livres que je dirige, en octobre, on sort un livre sur l'après-cancer qui est destiné à la fois aux patients, mais les patients vont juste se reconnaître dedans, ils vont comprendre, il y aura plein de témoignages et des témoignages de professionnels. Mais l'objectif, c'est qu'on veut faire comprendre à l'entourage, à des professionnels qui ne sont pas forcément du milieu de la cancérologie, aux étudiants qui vont arriver dans ce milieu, que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile l'après-cancer et qu'il faut le prendre en charge autant qu'on prend les gens pendant la maladie. Oui. Et du coup, c'est un bouquin qu'on va sortir en octobre et j'ai hâte qu'il sorte parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Partout, en librairie, Fnac, Internet, ça sera chez une presse, hein. J'ai le même éditeur. Allez-y, allez-y. Alors, il y a Nour, salut Nour. Nour, ça fait plus d'1 an que j'ai fini mon traitement. Et jusqu'à maintenant, mon corps n'a toujours pas repris son énergie à 100%. Ouais, on en parlait justement tout à l'heure en début de ce live. Ça peut prendre, comme tu disais, ça peut être très long. Ça peut prendre 2 mois, comme 5 ans, comme 10 ans. Ouais, et puis il faut essayer de vraiment déterminer quelle est l'origine de cette fatigue ou les origines pour essayer d'y répondre. Dites-vous bien vraiment, il y a beaucoup d'origines, mais on peut y répondre à chacune de ces origines-là. Donc quand c'est une anémie, ça c'est les médicaments, hein, voilà, boum, hein, c'est quasiment la seule fatigue en fait que l'on traite par des médicaments et qui est efficace, c'est quand il y a des carences ou une anémie. Là, on va avoir des traitements médicamenteux qui vont répondre à la fatigue, on est d'accord. Mais dès que c'est de la fatigue physique, il n'y a que l'activité physique pour y répondre. Quand c'est une fatigue cognitive, émotionnelle, alors l'activité physique peut aider, mais surtout un soutien psychologique, qu'il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas une faiblesse d'aller voir un psychologue. Pas non, alors ça, je suis à le dire tous les jours. Ce n'est pas une faiblesse. C'est plutôt une force. Moi, je trouve que c'est une force parce que voilà, c'est être capable de se dire à un moment donné, mince,
il y a quelque chose qui ne va pas. Là, j'y arrive pas à trouver les solutions moi-même. Je veux aller mieux. Donc, je vais tout faire pour aller mieux et je vais trouver quelqu'un qui va me donner des billes pour aller mieux. C'est ça, là. Ouais. C'est vraiment cette idée-là qu'il faut avoir. Et puis, il y a tout ce qui est vraiment lié au sommeil, comme je disais tout à l'heure. Et là, s'il y a des doutes, si de toute façon, on a éliminé beaucoup d'origines et qu'on se dit, il y a les comportements aussi, hein, la fatigue comportementale. Hein. Si on reste toute la journée, des fois, on le sait, on se réveille le matin, on se dit, vivement ce soir que je me couche. On sait Ah que oui. cette journée-là, elle va être pourrie. Hein, on se dit, il faudrait que j'aille dehors, prendre l'air, machin. Puis on ne fait pas. On reste bien sur le canapé, on est là, et on attend, et on se dit, vivement demain, vivement demain. Moi, dimanche dernier. Oui, oui, oui. Voilà. Mais Et ça, c'est vraiment une fatigue qui va s'installer, qui est comportementale. Donc, il va falloir changer ces comportements-là, repérer nos cercles vicieux quand on se déclenche comme ça et qu'on se dit, eh ben là, il faut se bouger le cul et se dire, allez, peut-être que ouais. je vais sortir, je vais appeler quelqu'un, je vais aller boire un coup. Bon, pas en ce moment, hein, on va pas aller au restaurant, mais Oh, je vais me bouger. Il faut trouver, en fait, il faut repérer, apprendre à repérer ces signes de fatigue, comment ils apparaissent, comment ils fonctionnent et comment nous on réagit, se dire mais est-ce que je réagis bien à ce moment-là? d'accord. Bah, tu vois, Mumu avait une question justement par rapport à comment reconnaître l'origine de cette fatigue. Elle posait une question au début, je croyais que c'était une blague, mais elle dit qu'elle ronfle comme un petit pékinois. Je présume il s'agit du chien et pas de l'origine de la personne, mais elle ronfle et en fait, elle pense que la fatigue peut venir de là. Et Donc, ben, là, il faut aller voir un spécialiste du sommeil. Ça, c'est vraiment hyper important parce qu'il y a beaucoup de gens, mais vraiment beaucoup de gens, comme l'apnée du sommeil que je disais tout à l'heure, c'est hyper fréquent, mais vous ne pouvez pas le savoir. On ne peut pas savoir quand on a les troubles du sommeil. On a fait ces tests-là, c'était hyper intéressant parce qu'avec un collègue, en fait, vraiment celui qui est à l'origine du projet de BioCare Factory là, qu'on veut faire sur la fatigue. Et on a testé sur nous forcément, parce qu'avant de tester sur les gens, on veut voir ce que c'est. Et on a porté ces appareils-là pour notre sommeil. Et mon collègue, comme ça, qui pourtant, c'est vrai qu'il fait fatiguer, mais parce qu'on faisait toujours, lui, il bosse, il est au taquet au boulot, il se couche super tard, machin. Mais il disait, mais non, mais il dit, pourtant, j'ai 7 à 8 heures de sommeil par nuit, donc ce qui normalement devrait être suffisant. Et en fait, il va jamais en phase de sommeil profond. Il a un sommeil qui est très léger et en dents de scie. Et c'est comme si son cerveau était stressé quand il dormait. Donc forcément, il n'a pas un sommeil il a récupérateur. juste le sommeil réparateur. Ouais, bah Voilà. ça, mon est comme ça, il n'a jamais de sommeil réparateur. Voilà. Et ça, il ne pouvait pas le savoir. Avant qu'on fasse ce test-là, il ne pouvait pas savoir que ça venait du sommeil. Il disait, j'ai eu une gamine, bah forcément, quand on a des enfants, on le sait tous, hein, le sommeil il est plus compliqué. Le travail, c'était sa première année de taf ici, donc il s'est dit, j'ai beaucoup de boulot. En fait, il essayait de trouver d'autres origines, ce n'était pas les bonnes. Alors, oui, et justement, les origines, là, on demandait tout à l'heure, je crois que c'était Nour qui demandait si les aliments, enfin tout ce qu'on mangeait, en fait, ça avait un lien avec notre fatigue. Ah oui, il y a le moment de digestion aussi qui est compliqué. Mais bon, ça, C'est sûr que si on a un sommeil qui n'est pas top, évitez de manger trop gras le soir, de charger bien votre estomac avant d'aller au lit, parce que vous allez demander un effort à votre organisme alors que la tête a envie de vous plonger dans le sommeil. On ne digère pas. Je peux donner un exemple tout simple. Hein. Vous mangez une bonne grosse raclette avant d'aller au lit, un petit peu arrosé avec de l'alcool. Vous dormez raclette. Hein. Vous vous réveillez parce qu'il faut hydrater on se réveillera. Ouais, bah ouais, c'est ça. tellement que c'est gras ce qu'on a mangé, il faut de l'eau. Donc on se réveille assoiffé. Donc le sommeil est forcément perturbé. Si on mange trop lourd, trop gras, trop sucré le soir, ça ne va pas aider pour le sommeil. Ça, c'est une certitude. On demande notre tête veut nous faire récupérer et on dit à notre corps tu vas bosser toute la nuit parce que tout Ouais. ce que je te mets dans le cornet, il va falloir le digérer derrière. Je pense que je vais la garder, cette expression. Je dors raclette, je me réveille raclette aussi. Ouais, ça, ouais. Raclette. Et le lendemain, on transpire raclette. On transpire raclette, et heureusement, ouais, après, il y a l'odeur de la raclette qui sort de ta transpiration, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Alors, je vois qu'il est déjà 19h50. En fait, les lives passent hyper vite. Et, et du coup, je fais un big up à Sabrina qui en fait souvent, je lui disais 1 heure, c'est vachement long, mais en fait, ça passe beaucoup trop vite. Alors, est-ce qu'il y a un sujet qu'on peut aborder, effectivement, parce que ça, c'est un sujet qui est revenu souvent. J'avais dit que moi, j'en parlerais pas forcément, mais s'il y a des questions, c'est, étant donné que tu es psychosexologue, excuse-moi, alors il y a des questions, libido, fatigue, etc. Comment la gérer pendant un cancer? Je sais que ça peut être on peut partir sur 1 heure de plus et il reste 10 minutes. Donc,
Alors, la libido, dissocier deux choses. La libido, c'est pulsionnel, ce sont les hormones. Donc, avec une petite chimio, les hormones, elles s'en vont, hein, elles sont dans les chaussettes, donc il n'y a plus personne. Le désir sexuel, il est psychologique, d'accord? C'est-à-dire, c'est la fantasmatique, c'est l'envie d'aller vers l'autre, d'avoir un rapport sexuel, de prendre du plaisir sexuel avec quelqu'un. La fatigue, si elle prend toute la place, ben, le désir sexuel, il fait attends, moi, je vais m'écraser parce que la tête, elle va dire tu vas pas aller t'envoyer en l'air, tu vas plutôt dormir. Donc, il n'y a plus de désir sexuel. La fatigue est un frein à la sexualité, à l'envie d'aller vers la sexualité. Et donc, il ne faut pas culpabiliser de ne pas avoir envie de faire l'amour avec son partenaire ou sa partenaire. C'est pas qu'on ne l'aime plus, c'est juste qu'on n'a aucun signal qui nous donne l'envie et les hormones, elles ne sont pas là parce qu'il y a des traitements les détruisent, enfin les font diminuer. Moi, autant te dire que en plus de ne plus avoir d'hormones, j'avais une stache mou. Donc, du coup, je me sentais pas désirable. Enfin, du coup, je me suis fait opérer, j'avais des cicatrices, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, il aura pas envie de moi, donc j'y allais pas, en fait, simplement. Hein. Ah ben, il y a aussi tout ce côté-là, hein. Le regard qu'on a envers soi-même. Hein. Souvent, des gens, on dit tout le temps aux gens, il faut être bienveillant avec les autres. Ben, déjà, être bienveillant avec soi-même. Ouais. Je trouve que ça, c'est important parce que des fois, on est super bienveillant avec les autres, mais alors avec soi, waouh! Moi, il faut voir ce que j'entends en consultation de la part de femmes et d'hommes, hein, mais beaucoup de femmes, hein, quand il y a des mastectomies, quand il y a des grosses chirurgies, des stomies, des balafres sur le corps. Et quand j'entends comment ces personnes-là parlent d'elles-mêmes, je dis waouh, mais je dis le frein, c'est vous-même, c'est pas les Ouais. autres. Voilà. Justement, c'est ce que j'essaye de passer comme message, c'est de s'accepter avec ses cicatrices, les aimer. Moi, je les aime, mes cicatrices aujourd'hui. Même si bah, j'en ai à peu près 7 sur le ventre, une énorme comme ça. Voilà, maintenant, en fait, bon, désolé maman, papa, tout ça, quand je me prépare et que j'arrive dans la chambre comme ça, en disant ça va, et ben la cicatrice, je la mets en valeur, je la cache plus. Avant, je me souviens, je mettais des trucs pour cacher, mais maintenant, vraiment, je la mets en valeur et mon chéri, bah, je me souviens qu'il faisait des bisous dessus tellement il avait l'habitude. Finalement, c'était rentré et c'était moi, en fait. Ça faisait une partie de moi. C'est vraiment l'image que je veux faire passer. Pour hommes et femmes, sentez-vous bien dans votre tête et sentez-vous bien dans votre corps pour avoir confiance et pour aller vers votre partenaire et que votre partenaire ait aussi l'envie de venir vers vous. Parce que si on n'a pas confiance en nous et qu'on fait pas, qu'on n'a plus envie, et bah, il n'aura plus envie non plus. Voilà. Je ne suis pas psychologue, mais je fais ma déduction. Il reste 5 minutes. Peut-être que tu veux parler de quelque chose en particulier. Je pense qu'on a fait pas mal de tours, à moins qu'il y ait des questions. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Alors, si je comprends bien, c'est pas parce qu'on n'a plus d'hormones qu'on n'a plus d'envie sexuelle. Ah oui, non. Ouais, en fait, le problème, bah, on peut parler sur ça, parce que le problème, c'est qu'on est souvent, notre sexualité, elle est boostée par les hormones à l'adolescence, c'est sûr. Mais c'est un léger moteur, là, c'est les hormones. Alors, pour les hommes, c'est pas vrai, parce que nous, la testostérone, elle est très haute. Donc, nous, on a des moteurs en continu. Ah, c'est ça qu'on dit que les hommes, ils pensent qu'à ça. Ouais, mais Ok. les hormones nous boostent pas mal, il est vrai. Mais les femmes, c'est pas si vrai que ça parce que ben, il y a les cycles, donc les hormones font ça. En gros, sinon, ça voudrait dire si une femme n'a qu'une sexualité hormonale, en gros, elle a une période de rut quand elle ovule. Et Hein. ben heureusement finalement parce que moi je sais que j'ai pas eu d'hormones pendant des mois et c'est pas ça qui m'a empêché d'avoir envie de mon copain. Donc en fait, Il y a là-haut. Il y a là-haut. et je me suis dit je suis quand même bizarre. Peut-être que finalement je suis un peu détraquée et obsédée sexuelle parce que finalement j'ai pas d'hormones mais j'ai quand même envie de mon partenaire. Donc du coup je me dis bon est-ce que je suis bah Il y non a des finalement. personnes, en fait, il y a des personnes déjà, initialement, mais hommes et femmes, attention, c'est vraiment pareil. C'est-à-dire, il y a des personnes qui se laissent aller avec les hormones, donc ils se laissent juste simplement quand ils ont des pulsions. Et il y a des personnes qui ont un fort imaginaire et du coup un imaginaire érotique très développé, qui ont une fantasmatique qui est présente, donc du coup, ça prend plus de place. Quand les hormones s'en vont, il y a toujours la tête qui est là. Ah, voilà. Par contre, quand la tête est prise par des angoisses, par la peur, par de la fatigue, et bien là, ça écrase tout. Et là, bah, le désir sexuel, il est en bas. Ouais, c'est super intéressant ce que tu racontes, tu vois. Je vais pouvoir le ressortir et faire ma fille cultivée avec mes amis. Moi, on en a plus en état, tu sais. Non, bah écoute, c'est super intéressant. En tout cas, là, il reste 5 minutes. Je te remercie beaucoup, du coup, Ouais. d'être venu à ce live avec Édition In Press, parce que du coup, c'est ceux qui ont publié ton livre, c'est ça? Ouais. Et Et là,
C'est là, on a créé avec les éditions Une Presse l'année dernière cette collection qui s'appelle Et si on allait mieux. Et en fait, l'objectif, nous, c'est de faire que des livres autour de la santé, mais avec à chaque fois des livres pratico-pratiques où dedans, on veut absolument qu'il y ait des conseils, c'est pas que du blabla. On a envie que les gens ils puissent se dire, tiens, et si ce problème-là, je le rencontre, j'ai envie d'aller mieux, et ben, ils vont trouver des solutions ou des pistes de solutions dedans. Et là, sur le cancer, c'est vrai qu'on en a fait pas mal. Hein, sur cancer, sexualité, activité physique pendant et après un cancer. Celui-là, la fatigue liée au cancer. Sur l'après-cancer en octobre. Donc, c'est parce que c'est ma spécialité et ça me tient vraiment à cœur d'écrire sur le cancer. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr, on a d'autres domaines. Mais c'est vraiment, les éditions Une Presse ont eu cette ouverture de se dire, parce que nous, entre les professionnels chercheurs, on sort notre science, on la sort entre nous. Mais en fait, on ne communique pas et je trouve ça dommage parce que les personnes, si on sait ce que l'on vit, si on a des billes, et ben, on peut essayer de régler ses propres problèmes. On n'a pas toujours besoin d'aller voir un professionnel, un thérapeute ou quoi que ce soit. On peut se prendre en main soi-même. Moi, ça, j'y crois absolument. Pour moi, chaque personne a les ressources nécessaires. Les thérapeutes, on est juste là pour guider à un moment donné. À un moment donné, on peut être un bon guide parce que la personne n'a pas vu forcément ou ne sait pas. Et on va pouvoir la guider. Mais moi, je suis intimement persuadé que chaque personne a la force nécessaire d'aller mieux, en fait, a la force en elle. Mais des fois, voilà, il faut juste être au bon moment, rencontrer la bonne personne qui nous aide à ce moment-là, puis c'est reparti. C'est vrai qu'on a tous la force nécessaire pour aller mieux et il ne faut pas culpabiliser quand il y a des moments très bas. Oh, bah, il y avait ma tante de connecter, bah voilà, comme ça, t'en sais un peu plus sur ma vie. Bref, et il y aura des moments qui seront évidemment bien hauts, mais voilà, il faut se dire que voilà, au bout du tunnel, il y a toujours une lumière, il y a une lueur, il y a toujours de l'espoir. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel je voulais finir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Sébastien Landry. Je vais le taguer, je vais essayer de reposter cette vidéo normalement. Alors hier, j'ai essayé avec l'Instagram de mon chat, ça a fonctionné. Donc, n'hésitez pas, je vais le taguer et vous pouvez aussi envoyer vos questions à Édition Presse qui vont les renvoyer. Et sinon, bah, moi, je suis toujours disponible pour vous et vous le savez. Et on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir participé à ce live. On était entre 20 et 30 à chaque fois. Et franchement, je trouve que c'est... Franchement, on peut s'applaudir. Franchement, je m'attendais à ce qu'on ait peut-être 4-5 personnes. C'est C'est super. pas le nombre de toute façon de personnes qui est connectée, c'est vraiment voilà l'envie de partager. Et je te remercie beaucoup pour ce que tu fais pour nous en tant que patient. Ça vient du fond du cœur et je pense que ça vient de la part de toutes les personnes qui sont connectées. Et voilà, c'est super ce que tu fais et je te souhaite beaucoup de réussite et de passion dans ton travail. Merci.